Bonjour, je suis Claire, coach certifiée spécialisée dans les hauts potentiels et bienvenue à tous dans Atypique People. Atypique People, c'est le premier podcast qui donne la parole à tous ceux qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres. On les nomme aussi hauts potentiels, surdoués ou encore précoces. Et leur QI est bien souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez leurs témoignages inédits, vous rirez peut-être, parfois même ils vous toucheront, mais ils ne vous laisseront jamais indifférents, car ils sont si différents. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypique People. Cette semaine, nous allons parler d'hypersensibilité. Qui dit hyper sous-entend trop. Vous savez, quand les gens sont exacerbés, quand l'émotivité est à fleur de peau et que vous avez le sentiment d'être too much pour les autres. Eh bien, je vous propose de voyager dans la peau d'une zèbre hypersensible. Elle s'appelle Catherine Testa et avec elle, on a le devoir d'être optimiste. Oui, car nous lui devons le génial livre « Oser l'optimisme ». Et pourtant, malgré tout ce qu'elle enseigne et conseille sur l'optimisme, elle avoue elle-même être une pessimiste née. Cette hypersensible a pendant 30 ans cru qu'elle était juste en décalage, voire même parfois en dépression ou à côté de la plaque par rapport aux autres. Jusqu'à il y a 3 ans où timidement elle a découvert le mot zèbre et tout ce que cela comporte. Enfin aujourd'hui elle commence du bout des lèvres à en parler. Elle qui comme bon nombre de zèbres ne se croit jamais assez légitime ni assez à la hauteur, avec ce si encombrant syndrome de l'imposteur qui lui court toujours après malgré toutes ses réussites. Avide de nouvelles connaissances boulimiques d'entreprendre pour changer le monde, Catherine se sent investie d'une mission, mais doit faire avec ses intensités émotionnelles et ses ressentis démesurés qu'elle a si longtemps cherché à cacher, jusqu'à trouver refuge dans la nourriture comme pour s'anesthésier. Alors comment vivre et construire dans cette société lorsque tout nous paraît trop ou pas assez, hyper ou hypo, où seuls les superlatifs peuvent décrire une sensation? Découvrez le parcours de Catherine, ouvrez grand vos oreilles, regardez bien les couleurs qui sortent de ses mots, entendez la joie dans sa voix, car avec Catherine ça déménage. Et comme elle le dit elle-même, son cœur ne sait pas battre à plat. Allez, c'est parti. Bonjour Catherine. Bonjour Claire. Je suis ravie d'être ici chez vous. Alors, est-ce que ici aussi vous travaillez ? Non, c'est pas là où je travaille, c'est là où je vis. Chez vous, d'accord. Ok, donc, alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Bien sûr. Moi, au fil des lectures, je me suis aperçue qu'en fait, derrière cette start-upeuse se cachait un zèbre. On passe incognito pendant un petit moment et puis à un moment donné, bon, ça se voit. Ça se voit. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours de zèbre en fait ? Quand est-ce qu'il commence ? Alors quand est-ce qu'il commence ? Je pense que j'ai mis le mot zèbre il y a à peu près 4-5 ans. J'ai mis le mot surtout HPE. Donc le côté vraiment très émotionnel il y a 4-5 ans, mais diagnostiqué enfant en fait, parce que peut-être un peu différente, mais non sujet chez moi. Vous voyez, ni chez mes parents, ni chez moi, parce que pas de souffrance. Pas de souffrance, beaucoup de résilience j'imagine, qui ont fait qu'il n'y avait pas de souffrance ostensible et visible. Probablement bien entourée par des gens plutôt comme moi. Ouais, on dit que les zèbres s'attirent. Donc... Voilà. Et quand je regarde effectivement aujourd'hui, a posteriori, en ayant mis les mots, en m'étant un peu renseignée, bah oui, je me rends compte que j'ai pas mal de copains qui ont quand même certaines caractéristiques. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors, vous parlez de résilience. Si vous regardez en arrière, est-ce qu'il y a des points un peu de lumière dans votre passé où vous dites, là, effectivement, je devais être vraiment en résilience ? Déjà, le choix de mes études est d'avoir un parcours non linéaire. C'est-à-dire que comme j'étais bonne élève, j'étais pas trop, on va dire, chiante, je rentrais assez facilement dans le moule, j'ai fait des maths. Alors que j'étais passionnée par tout ce qui était économie, mais bon, quand on est homogène, plus ou moins, souvent les profs vous disent qu'il faut faire des scientifiques et je m'emmerdais comme c'était pas permis. Mais je l'exprimais pas forcément, je me disais que c'était moi, c'était pas les autres, c'était moi, donc je faisais autre chose en parallèle, j'apprenais des langues, j'étais fan d'un groupe de musique, enfin je faisais tout un tas de trucs un peu délirants, on va être clair, mais qui étaient des projets. Vous voyez cette notion de projet qui m'animait, qui me stimulait intellectuellement, parce que les maths, j'étais à moitié 10 numérique. J'inverse les nombres, du coup, j'avais les raisonnements qui étaient bons, mais jamais le bon chiffre. Jamais le bon chiffre. Et ça, c'est un indicateur. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les 10 sont zèbres, mais souvent, les zèbres ont des problèmes 10. Mais détecté seulement, j'ai compris ça en regardant mes copies de maths il y a 5 ans.
Ah oui. Pas du tout détecté à l'époque. Je comprenais pas, tout le monde mettait ça sur le coup du stress, à l'angoisse, etc. Bah non, c'est juste que même aujourd'hui, je suis pas foutue de faire un tableur Excel sans me planter. C'est marrant parce que du coup, moi je me disais, mais c'est moi qui suis un peu différente. Donc il y a eu ça, la non-linéarité. Moi j'ai commencé à m'intéresser au développement durable à un moment donné où tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, tout le monde s'en fout du développement durable. C'est pas un sujet. Oui, à l'époque, c'était dans les années 2000. C'était 2005, donc avant le Grenelle de l'environnement. Donc évidemment, c'était un sujet. C'était pas bobo, hein. Il y avait, j'allais emmerder les entreprises à travailler là-dedans. Mais du coup, j'entendais en me disant, les gens comprennent pas. Et il y avait toujours ce truc, les gens, ils comprennent pas, mais c'est pas. Elle est de la petite intuition que je suivais quand même. Et de toute façon, j'avais toujours plus ou moins été en décalage. Quand j'étais gamine, j'étais fan d'un groupe de musique pas connu en France, connu en Allemagne. Enfin, vous voyez tout. Bon, finalement, ça me surprenait pas plus que ça. Et c'est vrai que j'avais cette résilience de faire plaisir aux autres, en fait. Donc, faire plaisir tantôt à ses parents, puis ça devient son couple, puis ça devient, de proche en proche, chez potes et autres. Et en faisant plaisir aux autres, donc on s'éloigne de soi, vous sentiez que parfois c'était vraiment les autres avant vous-même, avant vos propres envies? À côté de mes pompes. Vous voyez, cette sensation d'être à côté de ses pompes. On fait des trucs qui sont pas inintéressants en soi, parce que quand on est résilient, et surtout, je pense, quand on a cette capacité zèbre à s'enthousiasmer de tout et de n'importe quoi, on nous file un sujet à creuser, c'est cool. Ouais, mais c'est pas forcément ce qu'on a vraiment envie de faire au fond. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai vécu à New York, puis je me rappelle de cette société, mais qui n'était pas faite pour moi en fait. J'étais ailleurs en fait. Et vous voyez, c'est vraiment ce décalage qui m'a dit, mais c'est quoi mon intériorité, c'est quoi mon authenticité? J'étais vraiment passionnée par tout ce qui était spiritualité, etc. Mais dans un milieu de gens qui ont fait, je suis chimiste, avant le développement durable, je suis physicienne, de la chimie physique, donc passionnée par le monde quantique. Voilà. Mais et donc ça va très vite tirer à tout ce qui est psychologie, philosophie, spiritualité globalement. Et je me disais pourquoi personne n'est passionné par ces thématiques. Et je me sentais très seule en fait. Ouais, c'est ça, la solitude. Une solitude, une vraie solitude. Et ça, la solitude, elle remonte depuis toujours, même dans l'enfance Depuis toujours, je comprenais pas le monde en fait. La réalité, c'est que je m'y adaptais, mais je le comprenais pas. Vraiment, clairement, je m'interrogeais sur tout un tas de choses. Et même, je me rappelle encore étant gamine, des profs qui me disaient quelque chose, je me dis mais pourquoi ils me disent ça? Puis comme j'étais plutôt timide, introvertie aussi, j'osais pas forcément poser la question. J'ai commencé vraiment à m'extravertir quand j'ai vraiment travaillé dans tout ce qui était chimie, quand j'ai gagné en maturité peut-être, où je commençais à poser des questions. Mais tous ces raisonnements dont on m'a abreuvé, ça n'avait aucun sens pour moi. Et dans tout le côté relationnel, parce que finalement, les ZEP, souvent, ils expriment ce décalage avec les autres, relationnel pour se lier réellement avec authenticité, sans avoir ce fameux faux self, entre guillemets. Comment ça s'exprimait chez vous? On va dire, cette notion de résilience et d'adaptation, je pense que moi, c'est ça qui m'a probablement aussi entraînée dans des problèmes de poids étant plus gamine ou des choses comme ça. Parce que je pense que c'est un sujet, donc en me disant, de toute façon, on ne comprend pas forcément. Donc j'avais cette sorte de solitude et qui pouvait s'exprimer par beaucoup d'émotionnel, en fait, d'émotivité que j'ai... vous voyez, par exemple, mes copains de fac... Donc ça reste assez récent. Je leur ai dit seulement il y a 2-3 ans que j'étais zèbre et que c'était pour ça que de temps en temps je pleurais beaucoup et que j'étais la relou du groupe parce qu'elle pleurait, parce qu'elle était contente ou pas contente ou qu'elle comprenait pas le monde ou l'injustice ou ces choses comme ça. Et cette relation à l'autre, je l'éteignais probablement par un peu de solitude et de la bouffe en fait pour moi, pour éteindre ces émotions qui n'étaient non admissibles dans la société. D'accord, et vous parlez justement de nourriture, parce que ça, c'est un vrai sujet chez les femmes au potentiel, en tout cas ça revient souvent. Vous, ça a commencé quand d'aller chercher dans la nourriture vous alliez chercher quoi en fait? Me fatiguer, m'endormir, m'anesthésier. En fait, je faisais des crises d'hyperphagie, en fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai pas la sensation de faim, en fait. Globalement, je fais partie de ces gens-là. Il y en a quelques-uns, tout le monde se dit c'est incroyable. Bah non, c'est-à-dire je peux tenir une semaine de jeûne, ça me fait aucun problème, déjà fait, pas de problème. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, mais probablement la conséquence de cette notion où je mangeais pour m'anesthésier, pour m'endormir. Parce que quand on mange, on digère, et du coup, ça m'anesthésiait. Donc, je pense qu'il y a, à mon avis, plein de gens qui ont des problèmes de poids qui ne vont pas le chercher là c'est maintenant que je suis capable d'analyser ce qui s'est passé il y a 10 ans, donc c'est facile de le dire, mais cette notion d'anesthésie, elle était très prégnante et très forte. Et anesthésier quoi? Le petit vélo dans la tête, ou trop d'énergie, ou les intensités trop fortes? C'était anesthésier le tout, parce que quand on mange, on s'endort.
Donc finalement ça me permettait aussi, parce que moi je suis capable de partir dans des réflexions au milieu de la nuit, d'avoir 1000 idées, que le matin je me remets même plus que c'est, et dans la nuit je me suis dit mais je vais lancer 17 projets, enfin vous voyez ça. Parce que j'ai cette chance de pas mouliner par rapport aux autres. Voilà, j'ai de la chance d'être bien entourée, je crois, globalement, donc je mouline pas par rapport à ce que j'aurais dû dire, par contre je mouline par rapport à tout un tas d'idées. D'accord. Et c'est vrai, ou tout un tas de réflexions sur la société. En me disant la société va pas dans le bon sens. Et du coup, tout d'un coup, quand on fait l'optimisme, on se dit qu'on a... Voilà, enfin... Ma nature, elle est plutôt au pessimisme qu'à l'optimisme. L'optimisme, c'est quelque chose d'action, en fait, quand je le mène aujourd'hui. Et donc, la nourriture venait m'anesthésier. Et je pense que c'est ça qui, pendant toutes les années de plus jeune, en fait, ont été... une composante indirecte de ce côté zèbre, parce que pour moi, je ne souffrais de rien, en fait. Voilà. C'était un moyen, finalement, d'étouffer un peu les caractéristiques de la zébritude. Exactement. Est-ce que cette nourriture, est-ce qu'il y a un lien avec cette pensée en arborescence, en fait, qui du coup envoie des idées, parce que vous me dites, je peux avoir 17 projets dans la nuit. Est-ce que c'est ça, il y a ce côté plein d'idées qui arrivent? C'est fatigant, en fait. En fait, c'est fatigant. C'est même fatigant pour soi-même. Parce que de temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais bien, de temps en temps, ne plus penser à rien et pour être capable de regarder TF1. Mais alors, je sais pas si ça fait ça à tous les zèbres, mais de temps en temps, je me dis, mais ça me foutrait tellement la paix de profiter tout simplement du fait d'aller de la pub, de la pub Nutella qui est en promo, et de se dire que c'est trop cool, le lendemain, on va aller acheter le paquet de Nutella. En fait, de temps en temps, je me dis, mais j'aimerais bien avoir ça, moi. Parce que quand même, c'est fatigant, parce que quand on est zèbre, on réfléchit, on systémise en plus en permanence tout, donc tout est lié. Et même quand on agit soi dans son quotidien, comme vous le faites avec ce podcast, comme moi je le fais avec l'optimisme, en me disant ça va donner aux gens l'envie d'agir, on se dit mais on est un tellement tout petit élément que le reste est tellement pesant et qu'on réfléchit à tout ce qu'il faudrait faire. Et puis à un moment donné, on se dit non, il faut dormir en fait. et avant, autant maintenant je suis capable de verbaliser, donc d'aller chercher de la méditation par exemple, d'aller chercher beaucoup d'activités manuelles aussi. Donc par exemple, je peins, je retape des trucs, je refais, enfin voilà, je suis vraiment dans le manuel. Ça vous aide à quoi de passer par le manuel ? Je pense à recadrer mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées qui viennent, qui sont en gestation et qui, quand on est occupé de ses mains, parce qu'on est en train de peindre un plafond, là c'est mon activité en ce moment, et du coup on va le digérer. On va aller moins vite, on va pas vivre à 100 à l'heure parce qu'on est en train de peindre un plafond et on a beau avoir les 17 000 idées, le plafond, on peut pas lâcher le pinceau quoi. Et donc ça m'ancre et ça me... souvent aussi quand on est zèbre, on a l'impression de jamais finir quelque chose. Enfin pour moi en tout cas, je parle vraiment pour moi. Quand on a exploré 90% d'un sujet, on a envie de passer à l'autre parce qu'on a compris que l'autre allait permettre d'expliquer le premier. Enfin bon bref, on s'arrête jamais. Et le fait de faire une activité manuelle qui va d'un point A à un point B, ça donne ce sentiment de finir quelque chose, alors que ce soit faire la vaisselle, peindre un plafond, construire une boîte, je sais pas, qui me permet de dire, il y a de la factualité aussi, il y a du temps qui est présenté, donc c'est comme ça que je pense que je m'en suis sortie, mais quand on est gamin, on s'en rend pas, on comprend pas tout ça, en fait. On comprend pas tout ça. Et quel est le regard des autres, avant même que vous preniez conscience de votre douance il y a 4-5 ans, le regard des autres sur tous ces projets que vous avez enchaînés? J'imagine que votre entourage devait avoir des réactions. Autant avant c'est toléré de faire plusieurs parcours d'études. Moi ce que j'ai pas fait d'ailleurs, en plus j'ai commencé à bosser assez tôt, mais j'avais toujours 10 projets en parallèle. Alors les gens voyaient ça comme de l'hyperactivité, d'autres te disent c'est que tu fuis une sorte de réalité, mais tu dis mais non, ma vie elle est stable, tu regardes, je veux dire j'ai des potes depuis 35 ans, voilà, depuis que je suis née, donc tout est assez stable, mais on te dit t'es instable. Moi c'est cette notion, tu es instable, mais puis pour moi je le croyais vraiment en fait. Ah oui, c'était devenu une croyance. C'était devenu, moi je suis différent des autres, je suis instable. Bon, et je cherchais à me stabiliser. À un moment donné, j'ai pris un chat en me disant... non, mais parce qu'en plus, j'étais instable géographiquement parlant, parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Espagne. Après, je suis allée faire un tour au Portugal en me disant c'est cool d'explorer. Et toujours me remettre dans des situations en plus d'équilibre précaire. Parce que tu repars de zéro à chaque fois. Et tout le monde me disait, mais t'es instable, qu'est-ce que tu fuis? Mais en fait, c'est que je fuyais rien, j'explorais. Et ça, pour le comprendre, en fait, c'est... maintenant, je l'ai bien compris parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient
comme moi et qui sont très terre à terre et qui s'enthousiasment de nouveaux projets en fait. Oui, bien sûr. Et alors là, quand vous avez pris conscience des choses, il y a 3-4 ans, ça correspond à peu près au moment où vous avez lancé l'optimisme.com. Comment ça s'est passé ? Enfin, quelle est la bascule ? Qu'est-ce qui a changé pour vous sur votre regard, sur votre fonctionnement ? Alors en fait, je l'ai d'ailleurs raconté dans un article, j'ai rencontré ce qu'on appelle les 100 barbares. Les 100 barbares, c'est des entrepreneurs qui ont lancé des entreprises, globalement, qui veulent hacker les systèmes en pensant un peu différemment. Et je me rappelle, moi, je suis une introvertie, c'est-à-dire que on me met dans un événement, je rase le mur, je ne sais pas parler à l'autre. Si on ne vient pas me parler, je suis une hyper timide. Donc, puis dans des milieux bruyants, ça peut être encore plus compliqué parce que j'ai de l'hyper-audition. Comment ça s'appelle L'hyperesthésie auditive. Voilà, j'ai l'hyperesthésie auditive, donc c'est compliqué aussi en milieu bruyant. Bon, bref, il y a tout un tas de trucs. L'hyperesthésie auditive, ça signifie que vous êtes très sensible à tous les sons. Du coup, ça peut provoquer des réactions intenses ou des frissons, des zones de stress, etc., etc. Du coup, pour moi, aller voir des inconnus, c'est très compliqué. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans un week-end avec des gens barbares, parce qu'ils avaient trouvé l'idée de l'optimisme intéressant. Et là, je me disais, quelqu'un comprend déjà ce que je veux faire avec l'optimisme. Parce que là, jusque-là, les gens se disaient, mais elle a pété un plomb, bon, elle va faire elle se fait sa crise de la trentaine, alors que pour moi, l'optimisme, c'était une construction de la société un peu différente, avec probablement toutes mes composantes émotionnelles que je voulais mettre là-dedans, en me disant, mais il faut que la société, elle change, en fait. Et du coup, ce groupe a commencé je vais à ce week-end, alors que déjà, c'est curieux, et là, il y a quelqu'un qui me dit, t'es une zèbre, toi. Et là, je me suis dit, oh non, encore une étiquette. Et c'est vrai que j'avais été diagnostiquée, mes gamines, mais vu que c'était pas un sujet pour moi, je les rembarrais en disant, non, enfin, encore une étiquette, t'es bien mignonne. De toute façon, elles pensaient que tout le monde là-dedans était zèbre. Donc, vraiment, j'ai vraiment repoussé et presque violemment. En me disant, mais qu'est-ce que tu... Encore une étiquette, et une étiquette avec une connotation un peu intello, un peu élitiste, machin. Et je me disais, non, c'est pas... Je veux pas de ça, moi je veux de l'inclusion, de la diversité, donc c'était pas pour moi. Et en fait, à la fin de ce week-end, il y avait une sorte de débrief en demandant ce que ce week-end avait apporté aux gens. Donc là, t'avais des mecs que j'admirais, tu vois. J'avais des petits papillons dans les yeux parce que je les trouvais beaux, brillants, tu vois, intelligents, qui essayaient vraiment de changer la donne, tu vois. On se comprenait, on s'était compris pendant le week-end, quelqu'un avait compris mon intention. Et là, tout d'un coup, ces bonhommes, les larmes aux yeux. Des larmes qui tombent d'émotion d'un week-end. Et là, je me suis dit, mais attends, mes potes, jamais ils auraient versé une larme sur un week-end, tu vois. Limite, tu te serais fait un check, tu sais. Et là, j'ai compris, en fait, qu'il y avait des environnements dans lesquels on pouvait laisser aller ses émotions. Que moi, je veux dire, quand j'avais pleuré, probablement parce que j'avais un peu picolé et que j'avais pas réussi à contraindre les émotions, tout d'un coup, on pouvait lâcher les émotions. Donc c'est là je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. D'accord. Effectivement, et c'est là j'ai commencé à lire un peu plus sur le sujet, à me dire, je connaissais pas tout ce qui était zèbre à l'époque, je connaissais ce qui était HP, tout court. Oui, d'accord. Vaguement, vraiment, et puis j'ai compris qu'il y avait ce côté qui était... de l'hypersensibilité, de l'hyperempathie. Exactement. Moi j'ai longtemps été en couple avec un HP hypersensible lui-même. Franchement, c'était compliqué. Disons-le, c'était compliqué. Avoir mis des mots, je pense que ça me permet de mieux m'épanouir aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, les ascenseurs émotionnels, en fait. Et je me rappelle, je disais aux gens, mais moi, au moins, je vis. Qu'est-ce que tu me demandes d'avoir un cœur qui bat à plat ? Bah oui, mais je vis très intensément en haut et je vis très intensément en bas. Et cette hypersensibilité, aujourd'hui, est-ce que vous êtes autorisée à la vivre ? Je sais pas, avoir posé le mot, ça m'a permis de le poser auprès de mon entourage. Donc déjà, d'envoyer 3-4 articles à mon entourage en me disant, tu vois, je suis pas la seule, regarde, tu vas peut-être un peu mieux me comprendre. Ça m'a permis aussi de clôturer certaines relations. Parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas l'entendre et moi je savais que c'était pas mieux ou c'était pas moins bien, c'était juste que c'était incompatible à court terme, peut-être qu'à plus long terme ça reviendra, je sais pas, mais ça me faisait trop souffrir et quand j'ai expliqué pourquoi je souffrais, ça m'a été renvoyé dans la figure. Donc ça, clôture de certaines relations, ça m'a permis de comprendre aussi dans le monde de l'entreprise pourquoi j'avais ces sentiments d'injustice aussi qui sont très très marqués alors que je pourrais m'en foutre, j'aurais pu m'en foutre des choses comme ça. Et ça m'a... Le fait d'avoir le mot, ça m'a ouvert surtout à la vulnérabilité.
En fait, maintenant, je sais que je suis hypersensible, je le dis aux gens, ça me rend vulnérable, et s'ils veulent m'attaquer, ils le feront en conscience. En conscience. Voilà. D'accord. Donc c'est devenu, je vais peut-être inverser le système. Alors souvent on te dit, bah ouais, mais tu vois, dans le monde de l'entreprise, les gens appuient dessus, etc., etc. Bah, dans ce cas-là, parfois, il faut aussi changer de boîte. Un manager, ça reste pas des années non plus, ça change aussi. Et à partir du moment où on le dit, il y a toujours des gens qui vont lever la main en disant, bah, attends, moi, je crois que moi, peut-être aussi. Tu vois ? Oui, bien sûr. Donc, voilà, avoir posé le mot m'a permis de le dire aux autres et de comprendre aussi un peu mieux les équipes quand on fait du management. Je comprends même pas pourquoi tout manager n'est pas formé à ça. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et justement, puisque vous parlez du monde de l'entreprise, aujourd'hui, comment vous vous positionnez dans votre entreprise ? Parce que combien vous avez de personnes dans votre entreprise ? Alors, on en a 5 CDI et on bosse à peu près avec 5 prestats quasiment, enfin régulièrement. Voilà. Donc, vous avez quand même du monde toute l'année à gérer. Maintenant que vous avez cette donnée-là de zébritude, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de manager ou de percevoir les gens que vous allez embaucher ? De montrer que finalement, moi, en disant « moi, je suis sensible », ça responsabilise immédiatement les équipes. C'est dur pour elles, in fine. C'est un peu comme le concept de l'entreprise libérée, parce que quand tu leur dis « mais attendez, moi, je suis sensible, je sais pas tout », tout d'un coup, ça leur impose même d'être part de la solution. Donc moi, ça m'a beaucoup déchargée, en fait. Après, une chose est certaine, quand tu fais le panel des gens avec qui je travaille, j'ai 2 Asperger, mais des notés Asperger, donc c'est hyper challengeant en tant que manager, mais c'est parce que je sais aujourd'hui qu'ils sont Asperger que je suis capable de comprendre le pourquoi on fait ça. Est-ce que vous pouvez expliquer juste la différence d'un Asperger, en tout cas dans votre entreprise, le comportement comportemental en fait? Quelles sont les choses à savoir quand on est manager d'un personne Asperger? Pour moi, les 2 choses, c'est il n'y a pas de second degré. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais fait une blague en disant à quelqu'un « tu me fais 4 vidéos dans la journée ». C'était une blague. À la fin de la journée, j'avais eu 4 vidéos. Parce que le second degré ne passe pas. Du coup, je fais attention à ça. Attention au non-dit. Je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup de dégâts si jamais il y a un non-dit, si ça n'a pas été franc, si ça n'a pas été... beaucoup de petites moulettes, de petites moulinettes qui se mettent dans la tête, de suppositions, de choses comme ça. Et avec, en tout cas, les Asperger avec qui je travaille, ce questionnement, mais pourquoi on fait ça ? Comment ? Pourquoi ? Et au démarrage, on peut se dire, mais c'est violent en tant que manager parce que ça impose à réfléchir à pourquoi on vient de dire ça. Au démarrage, je trouvais ça vachement challengeant. Et je me disais, mais elle veut me mettre en défaut, en fait. En fait, non, c'est vraiment des questions. Il fait beau aujourd'hui, pourquoi tu dis ça ? C'était ça. Et c'est vrai, mais du coup, ça m'a beaucoup fait avancer par rapport au questionnement pour mon entreprise. Parce que j'ai dû répondre à tout un tas de questions qui paraissent en substance presque naïves, mais qui sont d'une vraie puissance. Et j'ai trouvé ça incroyable de travailler avec. Et justement, à travers l'optimisme, dites-moi si je fais une erreur, mais à travers l'optimisme.pro, vous intervenez dans les entreprises aussi. Beaucoup. Et est-ce que ce sont des problématiques sur lesquelles vous êtes aussi amené à répondre ou à accompagner les entreprises ? Alors nous, l'optimisme.pro, le but, c'est de mettre en avant les initiatives positives dans les entreprises et de travailler sur tout ce qui est bien-être en entreprise, qualité de vie au travail. Donc effectivement, pour nous, à un moment donné, on a levé la main en disant, il y avait quand même beaucoup de zèbres qui étaient là-dedans. Déjà, c'était marrant parce que ce qu'on voyait comme une thématique naïve, c'était une thématique de gens zébrés qui questionnaient leur entreprise dans la globalité. Parce que quand on parle de bien-être et de qualité de vie, ça va chercher sur les enjeux RH, l'innovation, mais aussi sur tout ce qui est numérique, quel impact du numérique sur l'humain, tout ce qui est parcours de développement personnel. Parce que, je veux dire, un salarié qui va pas bien, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie pro, il est moins performant au travail. Donc ça, c'était vraiment des sujets qui étaient très liés, qui étaient très abordés par les zèbres. Et du coup, à un moment donné, on s'est dit, on va quand même parler du sujet, tu vois. On va regarder ce que ça donne. Et on a travaillé le sujet pendant 2-3 séances avec des DRH. Mais j'ai presque envie de dire que c'était des DRH défroqués. Qui se disaient qui avaient atteint un certain niveau de maturité pour les entendre dire, tu vois, moi, de temps en temps, je recrute, c'est l'insynchronicité des rencontres, la sérendipité des rencontres. Là, je me dis, oh putain, des DRH,
vache, qui font ça. C'est rare d'entendre C'était assez ce rare. positionnement, ce discours-là de la part des Voilà, mais je crois que c'est des discours qui sont encore politiquement incorrects. Ça devient, quand tu parles de mixité, de diversité finalement des intelligences, ça devrait rentrer dedans. Tu vois, comme tout un tas d'autres sujets, on parle d'atypisme, donc ça veut dire que c'est par rapport à quelque chose. Tu vois, je sais pas ce qui est typique, je sais pas à partir de quel moment on est atypique, mais ça devrait rentrer dans tout ce qui est culture d'entreprise, de diversité, mais on n'y est pas encore. On en a quelques-uns. On va dire que c'est un peu encore en souterrain. J'ai bon espoir que d'ici 2-3 ans, ça devienne des vrais sujets, en fait. Alors, j'ai lu un de vos articles que vous avez publié dans l'été dernier où vous parliez du syndrome de l'imposteur. Et j'ai envie de vous poser la question, et vous, aujourd'hui, vous en êtes où entre vous et ce syndrome de l'imposteur? Moi, de toute façon, j'attends le jour où on se dira, bon, c'est un best-seller, ces livres, mais c'est parce que personne ne l'a vraiment lu, tu vois. mais tout le temps. Oui. Et ça le fait... Enfin, j'ai l'impression que je sais pas si un jour ça s'en ira. Parce que comme nous, on grandit, on évolue, on se rend compte à chaque fois de ses propres limites. On découvre, plus on apprend de choses, et surtout je l'imagine quand on est zèbre, plus on se rend compte du manque de connaissances qu'on a. Parce que dès qu'on va chercher un sujet, on se rend compte que c'est connexe à 17 000 autres qu'on n'avait pas envisagé. Et surtout, quand on a écrit quelque chose, on se dit... C'est pour ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à écrire, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à faire des vidéos en me disant, mais ce que je dis aujourd'hui, je vais peut-être pas être d'accord avec moi-même dans 3 ans. Et donc ça, c'était un frein. Un énorme frein pour moi, de poser dans le temps quelque chose en me rendant compte de ma propre limite. Donc ça, c'était ça. Donc c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un jour un des copains barbares qui m'a dit, mais tu serais un mec, t'aurais fait le quart du 10e de ce que t'as fait, mais tu serais déjà en train de le raconter partout. J'en avais parlé à rien, et là je me suis dit, oh là là, il me dit, t'es victime du syndrome de l'imposteur. De quoi tu me parles, tu vois? Mais regarde, j'ai pas fait grand-chose. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je trouve que j'ai pas fait grand-chose parce que je me rends compte de tout ce qu'on peut faire, en fait. Donc, vous avez toujours ce regard sur vous, là. Oui. Ça vous quitte pas, là. Ah, ça me quitte pas. Et d'avoir écrit cet article, je me rappelle, à la fin, je disais que j'étais moi-même un imposteur et qu'en écrivant cet article, j'allais peut-être donner la possibilité aux gens de se rendre compte que j'étais un imposteur. C'était vachement dur pour moi de l'écrire, mais je me suis dit, faut que j'ai un talent, c'est l'écriture, donc fallait que j'en parle. Et j'ai eu des centaines de témoignages et de mecs qui disaient mais moi je suis cadre, je suis numéro 4 de la boîte, moi je pense qu'ils se sont trompés. Et c'était touchant parce que sur LinkedIn, c'est une sorte de... Enfin, souvent, moi, pendant longtemps, j'ai cru que LinkedIn, c'était une sorte de gargarisation dont on est tous les meilleurs. Et là, tout d'un coup, j'avais plein de gens qui m'envoyaient des messages en me disant, bon, attends, moi aussi, je suis un imposteur. Et puis, tu regardais les posts, tu te dis, oh là là, mais... Et donc, et c'est ça qui fait, je trouve, cette beauté de l'humanité, cette beauté en fait, je pense qu'on est nombreux à se dire qu'on est des imposteurs. Enfin, et dans les zèbres, je sais pas si un jour ça s'arrête, en fait. Un jour, j'ai dit à un copain, j'ai peur que les gens soient déçus. Je fais beaucoup de conférences devant 1000-2000 personnes en entreprise, et je me suis dit un jour, j'ai peur que les gens soient déçus quand je monte sur scène. Parce que je suis pas la bimbo d'1m80, blonde et Adriana Carambeu, quoi. Et là, mon pote me dit, tu crois que le mec qui a un gros ventre, qui monte sur scène, il se pose la question de son physique? Et là, je me suis rendu compte que moi-même, qui avais l'impression de ne jamais m'être sentie discriminée, en fait, je m'auto-discriminais. Toute seule. Qu'est-ce qui peut venir vous calmer ce syndrome de l'imposteur de manière éphémère, mais quand vous recevez des témoignages, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de followers, de gens qui vous envoient des témoignages, est-ce que ça vient apaiser un peu? En fait, c'est quand les gens me disent que le livre leur a servi. Et je me dis, en fait, moi, je suis qu'une étape dans le parcours. C'est-à-dire que je suis la petite étape voilà, je suis un des maillons et tout va bien. Encore réducteur. Encore c'est que j'ai cette composante, je sais pas si c'est la même chose pour tous les zèbres, donc de me sentir spécialiste de rien. Et de fait, quand on parle d'optimisme, c'est tellement général l'optimisme. Mon sujet, je peux partir le matin, j'ouvre un truc Wikipédia, je peux finir à 23h en ayant eu en arborescence 27 trucs à Wikipédia. Bon bref, et du coup, comme je me sens experte de rien, ce syndrome de l'imposteur est toujours présent. J'adorerais être l'experte monde d'un sujet, mais j'en suis incapable en fait. Parce que c'est trop dans une niche. C'est trop dans une niche et à un moment donné, je vais m'intéresser à un autre sujet. En me disant, attends, pour que je comprenne. Donc, syndrome de l'imposteur ou pas, en fait, à un moment donné, je crois qu'on en sort aussi quand la cause nous dépasse. Et alors, aujourd'hui, depuis qu'il y a eu cette bascule, cette prise de conscience depuis 3-4 ans, qu'est-ce que ça a changé dans le regard de vos proches, de vos proches Alors, je pense que mes parents, ça les a rassurés.
Ah oui, pourquoi? De se dire que c'était pas... Enfin, de se dire qu'on pouvait me mettre dans une case. In fine, je n'étais pas la seule à avoir un parcours... parce que c'est pas rassurant pour l'entourage, que ce soit pour les proches, pour les conjoints, pour les amis, quand on a quelqu'un qu'on sait qui est capable de changer de sujet parce qu'à un moment donné, elle va s'ennuyer. Alors même, hein, c'est violent pour le conjoint, entre autres. Alors attends, tu fais ça avec les autres, à quel moment tu vas t'ennuyer de moi? Enfin voilà, c'est ça. Et pour les parents, on préfère généralement un job linéaire dans une entreprise parce que nos parents, moi, ils viennent d'une génération à laquelle on avait des jobs linéaires et la sécurité financière, c'était ce qui primait. Alors que moi, à la limite, ça donne presque un côté un peu hippie. Donc je pense que ça a rassuré en fait de mettre dans une case en se disant ça va continuer, ça sera comme ça, mais c'est pas plus mal et c'est pas mieux en fait. C'est juste qu'elle s'épanouit de façon différente. Je pense que le plus dur c'est pour mes associés. En fait, parce que pour mes associés, ils savent que, en plus, quand on est sur un sujet, quand t'as 3 temps d'avance en permanence sur un autre sujet, il faut te rapatrier sans arrêt sur le sujet en te disant, c'est pas ta problématique du moment, Catherine. Et ça, c'est leur mission, c'est ce qu'ils font avec vous? C'est leur mission, c'est de me rapatrier, de me réaxer, en fait, parce que, on sait que je peux partir dans tous les sens et j'ai un grand problème avec le temps. La gestion du temps. Alors je sais pas si c'est pareil, hein, je papote que par rapport à moi, donc je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi dans mon agenda, j'ai quelqu'un qui gère mon agenda, chaque rendez-vous c'est 1h30. Voilà, parce que je sais que je ne suis pas capable de faire court. Voilà, quand je rencontre quelqu'un, mais que ce soit un illustre inconnu qui m'a demandé de me rencontrer, parce que alors je peux pas prendre tous les rendez-vous, j'ai 96 000 mails dans ma boîte mail, mais je vais prendre n'importe lequel. Je continue à appliquer des règles telles que la sérendipité dans mon quotidien d'entrepreneuse. Tout entrepreneur va t'expliquer qu'il faut faire des rendez-vous de 15 minutes et les prioriser. Ça va pas. Pas possible pour moi. Ça va pas du tout dans le sens dans lequel vous percevez les relations humaines en fait. Alors pas du tout. Et en plus, comme je suis auteure, comme j'écris beaucoup, la créativité ça va et ça vient pas. Ça va, ça s'en va. Mais par contre, quand je la chope, je la lâche pas. Oui, elle rentre pas entre 9h et 10h, c'est au moment où ça vient. C'est ça. C'est pour ça que j'accepte pas d'avoir une chronique chaque semaine. Pas possible en fait. Pas possible pour moi. Parce que les trucs ils viennent par bloc et de temps en temps j'envoie à mes équipes 5 articles et là ils se disent c'est bon, c'est réveillé. Puis de temps en temps je leur dis promis je te le fais avant la fin de la journée et entre temps je suis partie ailleurs. Donc là j'entends que vous vous donnez des autorisations en fait d'avoir une gestion d'emploi du temps anarchique par rapport aux autres. Par rapport au fonctionnement de la société entre guillemets. En fait, je vais toujours faire ce qui va avoir un impact direct sur l'autre. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous, je vais pas décaler un rendez-vous. Si mon équipe m'a mis une contrainte parce que quel que soit un sujet dont quelqu'un va dépendre, je vais toujours être là et généralement en plus à l'heure en fait. Par contre, si on me dit qu'il faut que je fasse quelque chose qui est urgent et que ce soit mon comptable, mon associé, mais je vais lui dire avec toute la bonne honnêteté du monde, promis, je te le fais dans la journée. Mais vraiment, promis, je te le fais dans la journée, j'ai du temps, de toute façon, j'ai rien de prévu, je te le fais. Et puis entre-temps, je vais avoir eu... C'est affreux parce qu'on a l'impression que c'est un truc d'enfant qui voit le petit papillon passer, qui prend le petit papillon. Mais en même temps... si je le fais pas, derrière on va me demander de refaire le truc que je fais là parce que je suis dans cette phase de créativité et qu'on va me redemander dans 5 jours et que j'arriverai jamais à faire en fait. Donc c'est complexe effectivement, mais je me l'autorise parce que alors peut-être parce que j'ai la chance d'avoir créé mon propre projet. Hein, c'est une des clés d'ailleurs. C'est une des clés et surtout parce que je sais que je vais être capable de rattraper du retard en quelques heures. Voilà, c'est que dans mon ancien boulot, je sais que de temps en temps, je flânais toute une journée parce que je m'intéressais au développode durable. Le développement durable, on peut passer des heures à réfléchir à ça. Puis à la fin de la journée, je me disais, putain, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors là, je me mettais en mode machine de guerre, en fait, parce que le mode machine de guerre était activé. Oui, et puis il y avait une deadline d'urgence de compte à rendre, c'est ça? C'est ça, et surtout, par exemple, tout le monde parle de, faut se mettre des plages où on ne fait rien, etc. Mais en fait, moi, je suis mon instinct. C'est-à-dire que je peux taffer tout un samedi et tout un dimanche et rien faire un mardi et un mercredi. Mais je laisse à mes équipes le fait de faire la même chose. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai une fille de mon équipe de Géva qui me dit « Moi, c'est vraiment le dimanche que je bosse le mieux quand j'ai pas à bosser. » Bon,
bon, va faire tes papiers le mardi. Rien, enfin, c'est ok. Et c'est ok en fait, parce que je sais ce que c'est en fait. Et parce que je sais, on a cru que le travail c'était relié au temps, mais non, le travail c'est relié à une mission. Et si ta mission, soit tu la penses à très court terme en te disant après-demain avoir répondu à cette nana, ou est-ce que ta mission c'est pour un projet qui a 20 ans Moi ma mission elle a 20 ans. Alors oui, il faut que j'essaie de pas me fracasser entre temps et que mes bilans comptables soient propres. Et ils sont propres parce que dans mon équipe j'ai des gens qui sont bien meilleurs pour moi, Et justement, vous parlez de mission, c'est quelque chose de très propre au HP, mais pas que les HP évidemment, mais les HP ont toujours besoin de sens et se sentent investis d'une mission de vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce côté mission de vie pour la société, la planète, le monde, entre guillemets? Alors tout le temps, et c'est marrant parce que quand j'étais gamine, j'étais fan, alors je reviens à ça, parce que ça m'a profondément câblée sur aujourd'hui en fait. J'étais fan d'un groupe de musique qui était connu en Allemagne et ma mission, je me disais mais il faut que je les fasse connaître en France, ils sont tellement incroyables. Mais j'ai passé 4 ans sur ce délire-là, enfin j'ai créé un site web, j'ai fini par les rencontrer, ils sont devenus potes, enfin un truc incroyable. Mais on a l'âge de ces missions en fait, et donc je me suis rendu compte qu'en fait je ne travaillais que par passion. Quand je travaillais dans le développement durable, c'était une sorte de passion, en me disant faut que j'explique aux gens que c'est pas que je suis écolo, j'étais pas un brin écolo, c'était du pur bon sens, c'était de me dire mais attendez, c'est pas un problème d'écolo, c'est qu'il faut penser une entreprise dans son territoire avec les gens et l'environnement. Mais pour moi c'était une sorte de pur bon sens que les gens ne comprenaient pas. À un moment donné je me suis essoufflée. D'essayer d'expliquer la même chose. Alors je me suis intéressée au numérique parce que j'avais aussi fait le tour, puis à l'optimisme, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ma mission. Je me dis mais si déjà les gens pouvaient s'autoriser et se donner la liberté d'être eux-mêmes, c'est pour ça que le deuxième livre s'appelle Oser être soi, même au travail, si les gens pouvaient s'autoriser à au moins réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, et que ce soit dans leur boulot ou ailleurs. Finalement, on peut... Et on peut avoir un boulot purement alimentaire, parce que ça nous stabilise, et puis à côté, avoir des assos, ou repeindre son appart, ou peu importe, en fait. C'est pas la peine pour moi, c'est plus la peine de changer le monde, mais... À mon avis, je pense qu'il faut avoir cette sorte d'émulation en se disant « je sers à quelque chose » en fait. Ça, c'est important pour se lever le matin. Et dans le travail, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le monde du travail. En fait, on a considéré que le travail, c'était seulement aller gagner du pognon. Mais en fait, on a oublié les 3 autres piliers du travail qui sont d'améliorer ses compétences. On grandit au quotidien parce qu'on se fait challenger. L'enjeu social, on rencontre des gens qui nous opposent, qui sont des divergences d'opinion, qui sont différents de nous. Ça nous aide à comprendre la société globalement, et l'enjeu sociétal. On participe à plus grand que soi. C'est pour ça que quand vous évoquez le sens, pour moi, toute entreprise devrait avoir un sens. Enfin, je veux dire, on transporte des gens d'un point A à un point B parce qu'on s'appelle, je sais pas, la SNCF ou la RATP. Enfin, je sais même pas quelles sont leurs missions. Mais, vous voyez, c'est se rappeler à quoi on sert, en fait. Et on peut être dans une entreprise et se rappeler la mission de l'entreprise, en fait. Et on y participe, vous voyez, c'est cette notion de petit maillon à plus grand que soi, en fait. On parlait du regard des autres sur les zèbres. Comment vous positionnez parce que vous m'avez glissé que vous avez reçu beaucoup de messages de gens qui vous disent bah oui mais on n'est pas compris par les autres, ce moule dans lequel on veut nous faire rentrer. Alors je sais pas si c'est une de mes composantes de caractère, mais moi je suis assez peu compatissante. C'est-à-dire que je suis intervenue dans des forums, dans des groupes qui sont pour moi une sorte d'entre-soi, d'autocomplaisance. Et cette sorte d'élitisme en se disant mais l'autre ne me comprend pas, ou je suis trop intelligent pour l'autre, ou la société n'est pas adaptée à moi. Et en fait, pour moi, c'est juste non, t'es casse-couille. Enfin, je suis désolée de parler de façon politiquement incorrecte, mais c'est aussi à soi de céder, en fait. On est capable de faire un tri, et on est capable de chercher où est-ce que sont nos zones de bien-être, et de se donner les moyens de le faire. Du coup, ce truc de complaisance en se disant le monde n'est pas adapté, non, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, globalement, quand t'es un hypersensible, la norme n'est pas l'hypersensibilité, et puis c'est pas normal que tu pleures de l'injustice, et puis c'est pas normal. D'accord, je suis d'accord. On pourrait déplacer le centre de gravité de la norme. Par contre, il faut aussi se donner les moyens d'aller chercher des gens qui pensent peut-être un peu comme nous, d'oser se dévoiler. Parce que souvent, on reste dans une sorte d'entre-soi. Et je suis intervenue dans ce genre de... Comment ça s'appelle le forum sur les surdoués, les atypiques. Voilà. Et du coup, ils étaient un peu fascinés par mon indolence, en fait. Bah ouais, mais on peut aussi aller bien, en fait. On peut se donner les moyens aussi d'aller bien. Je suis intervenue à des forums aussi sur les schizophrènes. Je suis sûre qu'il y a plein de zèbres dans les schizophrènes. Je connais pas les limites. Mais tout d'un coup, en fait... Osons la différence, en fait, et cherchons à la sublimer
plutôt que d'en faire un prétexte pour aller pas bien. Vous, votre passerelle, est-ce que ça a été aussi de pouvoir l'exposer, de pouvoir le dire, de pouvoir oser? Alors, au démarrage, j'osais vraiment pas. En me disant, comme je fais l'optimisme c'est censé être pour tout le monde. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit optimiste dans la société globalement. Et je me suis dit, si je commence à parler de ça, ça va déjà créer une sorte de décalage. Donc, je voulais surtout pas en parler. Je l'avais identifié, c'était bien pour moi. J'en avais parlé à ma famille. Et j'ai mis, je pense 3 ans, du coup, à commencer à oser en parler, en parlant par le syndrome de l'imposteur, donc qui n'était pas vraiment un sujet, puis par l'hypersensibilité, puis par la vulnérabilité. Et en fait, c'est surtout sur mon 2e livre, j'ai eu des centaines de messages de gens qui se sont retrouvés dans mon livre sur le côté zèbre. Je crois que j'ai pas mis une seule fois le mot zèbre dans le livre, hein, c'était pas le sujet du livre. Et je me suis dit, ok, je pense qu'il faut qu'on en parle, parce que j'ai tellement de gens qui se sont dit, vous avez exprimé ce que moi je pense. Et je trouvais ça, je me suis dit, les gens sont dans une sorte de solitude face à ce sujet, donc c'est comme ça que j'ai osé en parler. Et puis c'est vrai que comme j'ai de l'audience aujourd'hui, j'ai 3 copains qui sont influenceurs eux-mêmes, qui sont kinés, qui sont architectes, avec qui osent aussi en parler. On essaie d'amener le sujet dans du grand public, enfin c'est une composante en fait. Mais c'est une composante que j'aborde comme j'aborde celle du développement durable en fait. Et la première fois, ça a été difficile d'appuyer sur envoyer l'article. Affreux parce que je me suis dit on va me taxer d'intello, on va me taxer de veut se mettre sur un piédestal. Je pense que quand on est hypersensible, on a morflé. Enfin, de temps en temps, on s'est dit qu'on aimerait bien ne pas l'être, en fait. On aimerait bien être... Parfois, on se dit comme tout le monde, un peu... Enfin, je sais pas. Un peu plus neutre. Un peu plus neutre, un peu moins sensible, un peu avoir... Enfin, c'est fatigant d'avoir une quête de la justice en permanence. Et du coup, et je me suis rendu compte que le sujet n'était pas facile, en fait. Donc, c'était difficile d'appuyer sur envoyer ce premier... Ouais. C'est le premier, mais vous voyez, même en reparler de temps en temps, encore aujourd'hui, je me suis laissé Vous voyez, je le fais l'été quand je suis moins lue. Il y a quand même, inconsciemment, je me dis, ceux qui me lisent l'été, c'est ceux avec qui ça résonne et ça va peut-être être un peu moins agressif que si je publie en septembre pendant la rentrée ou des choses comme ça. Mais maintenant, je l'assume en me disant, peu importe en fait. Je veux dire, désabonne-toi si le sujet t'intéresse pas. Ça me pose pas de problème en fait. Et en fait, c'était un peu comme la cause féminine, la cause zèbre, j'osais pas trop en parler parce que j'en avais pas souffert ostensiblement. Voilà, j'avais pas fait de dépression. Et peut-être que j'ai fait des dépressions d'ailleurs. De temps en temps, je me demande, mais est-ce que je suis profondément dépressive ou pas ? Mais ça, c'est quand il y a les up and down ? Non, c'est quand je suis un peu cynique par rapport à la société en voyant les limites. Tu vois, je me dis, mais je suis quand même pessimiste. En fait, je suis très pessimiste des systèmes et très optimiste des gens. D'accord. Voilà, je crois dans l'humain, je crois dans la beauté humaine, je crois dans notre capacité collective à nous réinventer, à réinventer l'autre. Donc je suis très très optimiste, mais de temps en temps je suis hyper pessimiste des systèmes en fait. Et je me dis, est-ce que j'ai pas fait l'optimisme pour contrebalancer un pessimisme ? Vous voyez, c'est... mais tout un tas de questions, et à la limite, peu importe en fait. Je fais ce qui m'anime à un instant T, il n'y a pas une journée où je m'ennuie, il n'y a pas une journée où je rencontre pas des gens incroyables, et cette composante zèbre, elle en fait partie, je vais en parler parce que ça va peut-être débloquer les gens. Et si on devait vous souhaiter quelque chose de très particulier dans vos réalisations ? J'ai envie de vous dire la joie. En fait, tout le monde me dit, mais tu la vois comment ta boîte dans 10 ans ? Mais je sais même pas si j'aurai encore une boîte. Et c'est pas un problème en fait. C'est-à-dire, je peux fermer 3 projets pour en ouvrir 5 autres. Alors j'aimerais bien continuer à garder la même équipe parce que je les trouve absolument géniaux. Mais outre ça, en fait, vraiment de la joie, je crois que c'est ce que je risque de plus perdre si jamais je vois qu'il n'y a pas d'éveil de l'humanité. Donc voilà, je pense que c'est la joie qu'on peut souhaiter. Et à tout le monde. Merci beaucoup Catherine. Est-ce que vous avez un mot, un conseil à donner à tous les zèbres en entreprise, tous les hypersensibles ? Alors, osez vous dévoiler. Moi, je sais que pendant très longtemps, je m'étais... alors ça, je donne ma petite technique. Pendant longtemps, j'employais le mot synchronicité dans des conversations ou sérendipité, en me disant, celui qui comprend, ça veut dire qu'on a peut-être quelques atomes crochus, en fait. Et du coup... pour ne pas me sentir trop seule, en fait, j'utilisais ce petit truc et je me rendais compte, en fait, il y avait plein de gens qui s'ils n'étaient pas zèbres, avaient des sortes de sensibilités qui étaient passionnantes, en fait. Et donc, oser mettre ce genre de petits mots, et puis plus on s'aligne avec soi-même, plus on attire probablement des gens qui sont comme nous, et plus on se réfrène, plus on est à côté de ses pompes. Bah oui, moi, à un moment donné, on me proposait que des jobs de business développeur aux États-Unis pour faire du commerce.
C'était tout sauf moi en fait. Mais comme j'exprimais pas le pourquoi j'étais aux États-Unis, j'étais pour le développement durable, pas pour monter une boîte aux États-Unis, ce que je faisais factuellement. Et du coup, en fait, à partir du moment où on ose exprimer son atypisme, avec des petits, sans le dire forcément, mais avec des petites insinuations, on va détecter les autres qui se posent des questions et alors on se dit, je suis pas tout seul. Parce que c'est la solitude, je crois, qui pèse beaucoup sur le zèbre. C'est ce côté, oh là là, moi je vais dans tous les sens, je finis pas les trucs. Enfin, j'imagine qu'il faut écouter tous vos podcasts pour connaître toutes les caractéristiques du zèbre. Mais voilà, il y a plein de petits trucs où on se sent en démarrage tout seul parce qu'on n'a pas eu la chance de tomber sur un article. Et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour tous ceux qui sont en souffrance, qui ont mis 35 ans à aller chercher le fait que ce mot zèbre existait. Parce que là, en plus, de temps en temps, quand on publie des articles, on dit mais c'est un phénomène à la mode. Enfin, c'est un phénomène à la mode, mais pour un algorithme qui te plonge dans ce que tu as envie de lire et parce que tu es DRH, mais personne ne sait ce que c'est en fait. Exactement. Outre les quelques milliers de personnes qui ont lu les quelques livres sur le sujet. Voilà. Et les gens qui écoutent le podcast, etc. Mais je me rends compte à quel point ça fait du bien que de ne pas se sentir tout seul. Merci beaucoup, on garde ce conseil pour la fin, oser se dévoiler, c'est un très joli conseil. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode haut en couleurs et plein de joie. Merci d'avoir écouté le récit passionnant de Catherine. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour qu'Atypique People perdure. Merci encore. Et découvrez toute l'actualité du podcast, les infos sur le parcours de Catherine, sur le compte Instagram d'Atypique People, atypique_people. Et moi, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour une toute nouvelle histoire. En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.